Envie d'un jardin qui éclate de couleurs au printemps, sans effort, pendant que vos voisins commencent à peine leur lutte acharnée contre les mauvaises herbes et les maladies. Le secret est simple, et il se cache au cœur du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous allons aborder 7 gestes d'automne au jardin qui, sous leurs airs de routine, sont en réalité votre meilleur investissement. Ce sont précisément ces actions qui vous feront économiser un temps précieux, de l'argent et bien des tracas la saison prochaine. Et je vous le promets, l'une de ces astuces vous fera regarder les feuilles mortes d'un œil complètement nouveau. Beaucoup de jardiniers perçoivent octobre comme la fin de la saison, le moment de tout ranger, de tout mettre à l'abri et d'oublier son jardin jusqu'au printemps. Mais les jardiniers expérimentés le savent bien, ce n'est pas une fin, mais un début secret. C'est précisément maintenant que nous posons les fondations de vos futures récoltes et d'une floraison spectaculaire. Toute erreur commise en octobre se répercutera sur la vigueur de vos plantes et une prolifération de nuisibles dès le mois de mai. Alors que les bonnes pratiques transformeront votre jardin printanier en un véritable conte de fées avec un minimum d'effort, alors, par où commencer? Par l'évidence même, mais aussi le plus crucial, le grand nettoyage. Et non, il ne s'agit pas juste de faire joli avant l'hiver, c'est une véritable opération sanitaire qui impactera directement la santé de votre jardin l'année prochaine. En premier lieu, regardez bien sous vos pieds, surtout sous les pommiers, les poiriers et les pruniers. Vous voyez tous ces fruits tombés, pourris? Ce n'est pas un simple déchet, c'est un véritable incubateur de maladies et de parasites. Dans chaque pommelette ou fruit pourri comme celui-ci, hiverne la moniliose, la pourriture des fruits, et les larves du carpocaps, le ver des pommes. Au printemps, ils s'attaqueront de plus belle à vos futures récoltes. Alors, ramassez impitoyablement tous ces fruits tombés et éloignez-les de votre jardin. Retenez bien, il est absolument proscrit de les mettre au compost. Ensuite, passons aux planches de culture. Tout le feuillage des tomates, concombres, courgettes et pommes de terre est un foyer potentiel pour le mildiou et l'oïdium. En les laissant au sol, vous offrez littéralement une couverture douillette aux spores de champignons pour l'hiver. Au printemps, elles se réveilleront et commenceront immédiatement à infecter vos jeunes pousses. Alors, nettoyez tout jusqu'à la dernière feuille. Les parties saines peuvent aller au compost, mais tout ce qui présente des signes de maladie doit impérativement être brûlé ou évacué du jardin. Croyez-moi, 1 heure passée à ce nettoyage maintenant vous épargnera des semaines de lutte contre les maladies et des sommes considérables en fongicides au printemps. C'est votre premier et le plus important investissement pour une future récolte saine. Et maintenant, voici le grand secret d'octobre qui va révolutionner votre approche du jardinage. Surtout, ne vous hâtez pas de brûler les feuilles mortes des arbres sains. Ce qui vous semble être un déchet, c'est en réalité votre or organique gratuit qui, au printemps, vous coûterait cher en jardinerie. Imaginez, chaque arbre a accumulé durant l'été une multitude de précieux micro-éléments dans ses feuilles, et à l'automne, il partage généreusement cette richesse avec vous. Votre mission? Simplement bien les utiliser. Mais que faire avec elles? La méthode la plus simple est de les intégrer à votre tas de compost. Alternez-les avec de l'herbe tondue ou des déchets de cuisine, et en 1 an, vous obtiendrez un compost de première qualité capable de redonner vie à n'importe quelle partie de votre jardin. Pas de tas de compost, pas de souci. Ramassez les feuilles dans de grands sacs poubelles noirs, humidifiez-les légèrement, faites quelques trous dans les sacs et laissez-les dans un coin discret de votre jardin. Dans 1 an ou 2, vous obtiendrez un magnifique terreau de feuilles, le meilleur amendement pour améliorer la structure du sol et un paillis idéal pour vos hortensias ou rhododendrons. Mais attention, il y a un point crucial. Cette règle ne s'applique qu'aux feuilles d'arbres sains. Les feuilles d'arbres fruitiers atteints, par exemple, de la tavelure ou celles de chêne souffrant de l'oïdium, il est préférable de les ramasser et de les brûler. Ainsi, au lieu de courir au magasin au printemps pour acheter des sacs d'engrais, vous les produisez vous-même dès maintenant, et ce de manière absolument gratuite. Maintenant que nos potagers sont propres, il est temps non pas de clore la saison, mais d'en ouvrir une nouvelle. Et nous allons commencer en plantant le véritable roi des saveurs et de l'immunité, l'ail d'hiver. Nombreux sont ceux qui repoussent cette tâche au printemps, commettant ainsi une grave erreur.
Pourquoi précisément en octobre? C'est très simple. Planté avant l'hiver, l'ail a le temps de bien s'enraciner avant l'arrivée des fortes gelées. Il profite de toute l'humidité hivernale, se renforce et, dès les premiers jours doux du printemps, il démarre sa croissance avec vigueur. Résultat, les têtes d'ail sont bien plus grosses, juteuses et intenses en goût que celles plantées au printemps. Comment procéder correctement? Choisissez l'endroit le plus ensoleillé de votre potager, là où oignons et autres bulbes n'ont pas poussé récemment. Apportez un peu de compost ou de cendre de bois à la terre. Pour la plantation, sélectionnez uniquement les gousses les plus grosses et les plus saines provenant des meilleures têtes. Plantez-les la base vers le bas, à une profondeur équivalente à environ 3 fois la hauteur de la gousse elle-même, soit environ 5 à 7 cm. Laissez un espacement de 10 à 15 cm entre chaque gousse. Après la plantation, il est impératif de pailler la parcelle avec de la tourbe, du terreau ou même des feuilles mortes. Cette couche protégera l'ail du gel. Et c'est tout. Au printemps, vous serez les premiers à vous réjouir de ces belles pousses vertes et vigoureuses. Puisque nous avons les mains dans la terre, faisons de la vraie magie. Plantons le printemps. Oui, oui, c'est bien en octobre que nous préparons ce festival de couleurs qui nous enchantera en avril et en mai. Nous parlons bien sûr des fleurs à bulbes, tulipes, narcisses, crocus, jacinthes, muscaris. Pour une floraison spectaculaire, toutes ces plantes ont absolument besoin d'une période de froid hivernal. C'est ce qu'on appelle la stratification. Plantées dès maintenant, dans une terre fraîche, elles auront le temps de s'enraciner correctement, de prendre des forces, et au printemps, comme par magie, elles éclateront en un feu d'artifice éclatant. Si vous les plantez au printemps, elles ne fleuriront probablement pas cette année-là. La règle de plantation est très simple. Retenez-la une bonne fois pour toutes. La profondeur du trou doit être égale à 3 fois la hauteur du bulbe lui-même. Avant de planter, examinez attentivement les bulbes. Ils doivent être fermes, sans taches ni signes de dommage. Plantez-les en groupe de 5 à 7 plutôt qu'en rangées uniformes. Ainsi, au printemps, vous n'aurez pas des soldats au garde-à-vous, mais de magnifiques îlots de couleurs naturelles et généreuses. C'est un peu comme si vous installiez dans votre jardin de petites bombes de couleurs à retardement. Et quand, au printemps, votre jardin explosera de 1000 couleurs, vous comprendrez que c'était le plus beau travail que vous ayez accompli à l'automne. Beaucoup croient que le printemps est la meilleure saison pour planter arbres et arbustes. Pourtant, les jardiniers avertis connaissent l'énorme avantage de la plantation en automne, surtout pour les plants à racines nues. Mais quel est le secret? Au printemps, dès le retour de la chaleur, la plante concentre toute son énergie à l'apparition des feuilles et des bourgeons. Si vous la plantez à ce moment précis, elle est contrainte de se partager entre deux objectifs: développer son système racinaire et nourrir sa partie aérienne. C'est une épreuve très stressante pour elle. En automne, la situation est bien différente. Les feuilles sont déjà tombées et la plante est entrée en repos végétatif. En la plantant en octobre, vous lui offrez l'opportunité de se concentrer tranquillement, sans se presser, sur une seule et unique mission, son enracinement. Durant tout l'automne tardif et même pendant l'hiver tant que le sol n'est pas complètement gelé, elle développera de fines radicelles absorbantes. Au printemps, un tel jeune plant sera déjà parfaitement adapté à son nouvel environnement. Il se réveillera et reprendra sa croissance bien plus tôt et avec une vigueur supérieure à celle de ses homologues plantés au printemps. Ce départ avancé lui confère un avantage considérable pour son développement sur toute l'année à venir. Alors, si vous songiez à agrandir votre jardin, le mois d'octobre est la période idéale pour l'achat et la plantation de vos pommiers, poiriers, groseilliers ou cassissiers. Très bien, nous avons abordé la question des nouvelles plantations, mais qu'en est-il de ceux qui habitent déjà le jardin depuis longtemps? Il est temps de les préparer pour l'hiver, et la première étape essentielle est la taille d'automne des plantes vivaces: pivoine, phlox, hostas, iris, hémérocale. D'ici octobre, leur partie aérienne a déjà accompli son cycle et commence à faner. La tentation est grande de tout laisser en l'état jusqu'au printemps, en se disant que ça va se décomposer tout seul. Mais c'est une grave erreur. Ces tiges et feuilles desséchées constituent un véritable gîte hivernal pour les parasites et les spores de maladies fongiques. Par exemple, l'oïdium raffole d'hiverner sur les débris de phlox
et les limaces pondent volontiers leurs œufs dans les feuilles pourrissantes des hostas. Alors, prenez votre sécateur sans hésiter, coupez toute la partie aérienne, quasiment au ras du sol. Vous pouvez laisser de petits moignons de 5 à 10 centimètres de hauteur. Ils vous serviront de repère au printemps pour éviter d'endommager accidentellement les bourgeons dormants lors du désherbage ou du binage. Toute cette masse coupée, surtout si elle montre des signes de maladie, ne doit absolument pas être mise au compost. Brûlez-la ou évacuez-la du jardin. Cette simple procédure est la garantie de la bonne santé de votre massif floral la saison prochaine. Mais attendez, ne vous précipitez pas à tout couper à ras. Tous les végétaux n'ont pas vocation à passer l'hiver entièrement dénudés. Il existe toute une multitude de beautés hivernales qui révèlent leur véritable splendeur justement pendant la saison froide et apportent une aide précieuse. Imaginez un jardin vide recouvert de neige, et sur cette toile blanche se dressent les panicules aériennes des graminées ornementales couvertes de givre, ou encore les têtes sombres et graphiques du sedum spectabile saupoudrées de neige. Le spectacle est absolument magnifique. Nous parlons ici de graminées ornementales telles que le miscanthus, le calamagrostis ou la fétuque. Laissez-les chinasser avec ses cônes de graines. Ne touchez pas au sedum spectabile, ni aux hortensias, avec leurs inflorescences séchées. Mais ce n'est pas seulement pour le plaisir des yeux. Ces plantes remplissent deux fonctions essentielles. D'abord, leurs semences sont une cantine naturelle pour les oiseaux hivernants. Les mésanges et les chardonnerets vous en seront très reconnaissants. Ensuite, leurs tiges robustes retiennent parfaitement la neige. Or, la neige est le meilleur abri naturel pour les racines, les protégeant ainsi du gel. Ainsi, loin d'être vide et morne, votre jardin sera plein de vie et de texture, même lors des gelées les plus intenses. Parlons maintenant des reines du jardin. Les roses. Les laisser passer l'hiver sans une préparation adéquate, c'est presque à coup sûr les perdre ou se retrouver au printemps avec des plantes affaiblies et malades. Octobre est une période cruciale pour elles. La première étape est de procéder à une taille sanitaire. Retirer tous les rameaux malades, faibles, immatures ou rougeâtres. Ces rameaux ne survivront pas à l'hiver et deviendraient des foyers d'infection. Coupez toutes les feuilles et les boutons floraux pour que la rose ne gaspille pas son énergie et puisse se préparer à son repos hivernal. Ramassez et brûlez immédiatement tout ce qui a été coupé, surtout les feuilles, car les spores de la maladie des taches noires y passent presque toujours l'hiver. Ensuite, il est nécessaire de raccourcir légèrement les rameaux vigoureux restants, mais sans excès. La taille de formation radicale sera effectuée au printemps. Pour l'instant, l'objectif est simplement de réduire la hauteur du rosier pour faciliter sa protection hivernale. Enfin, la dernière étape est le butage. Au pied du rosier, formez une butte de terre sèche, de tourbe ou de compost d'une hauteur de 20 à 30 cm. Cela protégera le collet et les bourgeons les plus importants des gelées. Le paillage ou l'abri définitif, avec des branches de sapin ou du voile d'hivernage, sera mis en place plus tard, à l'arrivée des gelées persistantes. Pour l'instant, nous ne faisons que préparer le rosier à cette étape en lui offrant un coussin protecteur pour l'hiver. Passons maintenant à nos futures récoltes. Nos arbustes à petits fruits, cassis, groseilles et framboises requièrent eux aussi une attention particulière à l'approche de l'automne. Une taille adéquate en octobre est la garantie qu'au printemps, au lieu de vous retrouver avec des fourrés denses et impénétrables, vous aurez des arbustes vigoureux, sains et généreusement couverts de grosses baies. Commençons par les cassissiers et les groseilliers. Notre objectif, aérer le centre du buisson. À la base, supprimez toutes les vieilles branches, épaisses et sombres, celles qui ont plus de 4 à 5 ans. Elles ne produisent plus beaucoup et ne font qu'encombrer le buisson, créant un terrain favorable aux maladies et aux nuisibles. Éliminez également tous les rameaux faibles, trop fins, ceux qui traînent sur le sol ou qui poussent vers l'intérieur de l'arbuste. Au final, votre arbuste devrait être composé d'une dizaine à une quinzaine de branches fortes et d'âges variés. Pour les framboisiers, c'est un peu différent. Pour les framboisiers remontants, coupez à ras du sol absolument toutes les cannes qui ont fructifié cette année. Quant aux framboisiers non remontants ou framboisiers d'été,
Supprimez uniquement les vieilles cannes de 2 ans qui vous ont offert leur récolte cet été. Les jeunes cannes d'1 an de cette année, nous les conservons. Ce sont elles qui fructifieront la saison prochaine. Vous pouvez les raccourcir légèrement par le haut et les lier en faisceaux pour les protéger de la casse due à la neige. Cette simple action non seulement augmentera votre rendement, mais vous facilitera aussi grandement la cueillette des baies l'été prochain. Portons notre regard un peu plus bas, sur ce tapis vert sous nos pieds. Nombreux sont ceux qui croient qu'avec l'arrivée de l'automne, on peut délaisser la pelouse jusqu'au printemps. Pourtant, c'est justement en octobre que se joue sa densité et sa vitalité future, et la dernière tonte de la saison est l'étape cruciale. Pourquoi est-ce si important? Si l'herbe est laissée trop haute pour l'hiver, elle risque de s'aplatir sous le poids de la neige, de pourrir et de devenir un véritable foyer pour les maladies fongiques, comme la moisissure des neiges. Au printemps, là où vous attendiez une pelouse luxuriante, vous découvrirez de vilaines plaques brunes et dégarnies. À l'inverse, une tonte trop courte affaiblira le système racinaire et rendra le gazon vulnérable au gel. Alors, où se situe le juste milieu? La hauteur optimale pour la dernière tonte est de 5 à 7 cm. C'est suffisant pour éviter que l'herbe ne s'aplatisse, tout en lui laissant assez de réserve pour affronter l'hiver. Il est crucial de réaliser cette tonte avant les premières gelées importantes, afin que l'herbe ait le temps de repousser légèrement et de se remettre de ce stress, et surtout ramasser impérativement toute l'herbe coupée. La laisser sur le gazon reviendrait à créer des conditions idéales pour le développement des maladies et de la mousse. Une fois votre pelouse tondue avec soin, il est temps de lui offrir son dernier repas de l'année. Mais attention, ce doit être le bon repas. Les engrais de printemps et d'été, riches en azote, sont désormais formellement proscrits. L'azote stimule la croissance de la masse verte, ce qui est absolument inutile avant l'hiver. De jeunes pousses, trop tendres, seraient tout simplement détruites par le gel. Le menu d'automne pour votre gazon doit être différent. Les ingrédients principaux sont le potassium et le phosphore. Le phosphore assure le développement d'un système racinaire puissant et sain. C'est ce système qui va nourrir votre gazon tout l'hiver et lui garantir un démarrage vigoureux au printemps. Quant au potassium, il augmente la résistance de l'herbe au froid, sa tolérance aux maladies et aux conditions difficiles. Il renforce en quelque sorte les parois cellulaires, rendant la pelouse plus robuste. Dans n'importe quelle jardinerie, vous trouverez facilement des engrais spéciaux étiquetés automne. Épandez uniformément les granulés sur votre pelouse en suivant les instructions figurant sur l'emballage. L'idéal est de le faire avant une pluie pour que l'engrais se dissolve et que les nutriments atteignent rapidement les racines. Cette fertilisation automnale est comme un complexe vitaminique pour l'homme avant un long hiver. Elle donnera à votre gazon la force de traverser les mois froids et de retrouver le printemps dense, d'un vert éclatant et en pleine santé. Maintenant que les parterres sont nettoyés de tous les résidus végétaux, il est grand temps de s'occuper du sol lui-même, de sa santé et de sa fertilité, et la meilleure façon d'y parvenir, c'est le bêchage d'automne. Mais attention, il y a une nuance très importante qui le distingue du bêchage printanier. Notre objectif est de retourner les couches de terre, mais surtout, ne briser en aucun cas les mottes. Laissez-les telles quelles, grossières et en gros blocs. Pourquoi ? Il y a 3 raisons essentielles à cela. Premièrement, toutes les larves de parasites et les graines de mauvaises herbes qui se sont tapies dans le sol pour l'hiver se retrouveront exposées en surface. Le gel et le vent feront tout le sale boulot pour vous en éliminant la majeure partie d'entre elles. Deuxièmement, cette structure de sol retient parfaitement la neige et l'humidité. Durant l'hiver, la terre s'imprégnera d'eau comme une éponge, et au printemps, vous n'aurez plus à vous soucier de l'arrosage. Et troisièmement, sous l'action combinée du gel et de l'humidité, ces grosses mottes se désagrégeront d'elles-mêmes d'ici le printemps, se transformant en une terre fine, meuble et bien structurée. Il ne vous restera plus qu'à passer légèrement le râteau pour la niveler. C'est bien plus simple que de devoir, au printemps, briser une terre lourde et compactée par l'hiver. Alors, ne visez pas une surface parfaitement lisse, laissez vos parterres en motte. La nature se chargera elle-même de les rendre idéaux pour la saison des semis et plantations. Le bêchage, c'est une excellente chose, mais une terre nue a besoin d'être nourrie.
L'automne est le moment idéal pour les apports de matière organique. C'est maintenant que nous préparons ce véritable garde-manger dont nos plantes profiteront pleinement toute la saison prochaine. Les ingrédients clés de notre menu sont le compost et le fumier bien mûr. Répartissez-les uniformément sur la surface des planches avant de bêcher. Pendant l'hiver, sous l'action de l'humidité et des micro-organismes, cette matière organique se décomposera lentement et se mélangera harmonieusement à la terre, l'enrichissant en humus et en tous les nutriments essentiels. Au printemps, votre terre ne sera pas seulement ameublie, mais vivante et d'une fertilité remarquable. Quant au fumier frais, il peut être apporté en automne, mais avec précaution. Il est préférable de l'incorporer pour les cultures qui seront plantées plus tard, comme les pommes de terre ou les courgettes, afin qu'il ait le temps de se décomposer partiellement et de ne pas brûler les racines des jeunes plants. Apporter de la matière organique en automne, c'est un peu comme placer son argent sur un compte à terme. On investit maintenant et les intérêts, un potager généreux, se manifestent tout au long de l'année suivante. C'est le fondement essentiel de la vitalité de votre potager. Alors, voici une astuce pour ceux qui n'aiment pas les corvées de bêchage et l'apport de fumier, mais qui rêvent d'un sol sain et fertile. Découvrez vos meilleurs alliés, les engrais verts, aussi appelés fertilisants naturels. Ce sont des plantes que l'on sème non pas pour la récolte, mais pour les bienfaits qu'elles apportent à la terre elle-même. Quelle est leur magie? Semer densément en octobre des cultures comme la moutarde, le seigle d'hiver ou la facélie ont le temps de développer une belle masse végétale avant les premières gelées. Leur système racinaire puissant décompacte merveilleusement le sol, rendant sa structure aérée et capable de retenir l'humidité, et ce, bien plus profondément que ne le ferait n'importe quelle bêche. Elles étouffent aussi les mauvaises herbes, ne leur laissant aucune chance. Et certaines, comme la moutarde, libèrent même des substances qui assainissent le sol et repoussent les ravageurs, tels que le ver fil de fer. Que faire ensuite? Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez les laisser en place tout l'hiver. Sous la neige, elles se décomposeront naturellement et au printemps, il vous suffira de les incorporer légèrement au sol avec un simple râteau. Ou bien, si elles ont eu le temps de bien se développer avant les gelées, vous pouvez les faucher et les laisser sur place pour former un excellent paillis. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une aération, d'une fertilisation et d'un assainissement du sol, et ce, pratiquement sans le moindre effort. C'est le moyen le plus intelligent et le moins fatigant d'améliorer votre potager. Une fois le sol et les plantes traités, passons aux infrastructures de notre jardin. Et la plus vulnérable d'entre elles est sans aucun doute le système d'arrosage. Une seule nuit de gel suffit à transformer vos tuyaux, vos réservoirs et vos robinets en un amas de ferraille inutilisable, et les réparations au printemps vous coûteront les yeux de la tête. Première étape, les réservoirs et tous les autres récipients de stockage d'eau. Il faut les vider entièrement. L'eau restante, en gelant, va se dilater et fera éclater le plastique ou le métal. Une fois vidés, il est préférable de retourner les réservoirs tête en bas ou de les couvrir d'un couvercle afin d'éviter que l'eau de pluie et la neige ne s'y accumulent. Viennent ensuite les tuyaux d'arrosage. Débranchez-les des robinets, videz-les entièrement de toute l'eau, enroulez-les proprement et rangez-les à l'abri, dans un abri de jardin ou un garage. L'eau laissée dans le tuyau, en gelant, provoquera des micro-fissures et au printemps, il fuira de partout. Accordez une attention particulière au système d'arrosage souterrain si vous en possédez un. Il faut impérativement le purger à l'aide d'un compresseur afin d'expulser toute l'eau des tuyaux. Et bien sûr, n'oubliez pas de fermer le robinet d'arrivée d'eau principale de votre parcelle et d'ouvrir tous les robinets extérieurs pour que l'eau restante puisse s'écouler. Cette procédure simple qui ne prend qu'une demi-heure vous évitera des milliers d'euros de réparation au printemps. Tant qu'à remiser les tuyaux, pourquoi ne pas en profiter pour remettre de l'ordre dans tout notre équipement de jardinage? Quand le printemps arrivera avec son lot de travaux, la dernière chose que vous voudrez faire sera de gratter la terre séchée de votre pelle ou de courir acheter un nouveau sécateur en catastrophe. Un petit effort maintenant, et au printemps, tout votre matériel sera en parfait état de marche. Première étape, le nettoyage. Enlevez soigneusement toute la terre, l'herbe et les débris végétaux de vos pelles, râteaux, binettes et fourches. Une brosse métallique sera votre meilleur ami pour ça.
il ne s'agit pas seulement d'esthétique, c'est aussi un excellent moyen d'éviter la propagation des maladies d'une saison à l'autre. Ensuite, l'affûtage. Un sécateur ou un coupe-branche émoussé ne coupe pas. Il écrase et déchire les branches, causant des plaies sérieuses aux plantes. Ces plaies cicatrisent mal et deviennent des portes d'entrée pour les infections. Un outil bien affûté, lui, fait une coupe nette et franche. Alors, à vos pierres à aiguiser pour remettre toutes les lames en état. Enfin, le grand final, le graissage. Essuyez toutes les parties métalliques avec un chiffon imbibé d'huile ou utilisez un spray adapté. Cela les protégera de la rouille durant le long hiver humide. Et pour les manches en bois, un peu d'huile de lin les empêchera de se dessécher. Quand le printemps reviendra, en ouvrant votre abri de jardin, vous vous direz un grand merci pour cette anticipation. Si vous possédez une serre dans votre jardin, ne croyez pas qu'une fois la récolte terminée, le travail soit fini. Au contraire, c'est là que débute l'étape la plus cruciale, celle de l'entretien sanitaire. Durant l'été, une quantité impressionnante de spores de maladies fongiques et de stades hivernants de nuisibles tels que l'araignée rouge et la mouche blanche s'est accumulée sur les parois, la structure et dans le sol. Laisser cette infection s'installer pour l'hiver, c'est s'assurer une explosion de maladies sur vos jeunes plants dès le mois de mai suivant. Il est donc impératif de procéder à une désinfection générale. Commencez par nettoyer méticuleusement l'intérieur de votre serre. Une simple solution savonneuse ou des produits nettoyants spécifiques pour serre feront parfaitement l'affaire. Lavez tout en profondeur, le polycarbonate, les profilés ainsi que toutes les fentes et les jonctions. Après le nettoyage, place à la désinfection. Le moyen le plus simple et le plus sûr est d'utiliser une solution de verre brillant ou d'iode que l'on trouve en pharmacie. Des produits plus puissants peuvent également être employés, tels que le sulfate de cuivre ou des mèches soufrées spécifiques. Ces dernières sont très efficaces, mais exigent une stricte application des consignes de sécurité. N'oubliez pas non plus le sol de la serre. Si les maladies ont été particulièrement virulentes cette saison, il est préférable d'enlever les 5 à 7 premiers centimètres de terre et de les remplacer par de la terre fraîche. Ou bien traiter le sol en l'arrosant d'une solution de fongicide. Cette stérilisation automnale est la meilleure garantie que votre prochaine saison sous serre démarrera avec des plantes saines. Faisons une chose à la fois très bienveillante et incroyablement pragmatique. Créons un véritable restaurant pour oiseaux dans notre jardin. L'hiver, lorsque la nourriture naturelle se fait rare, une simple mangeoire garnie de graines ou de graisses non salées peut sauver la vie de dizaines de mésanges, moineaux et autres petits passereaux. C'est non seulement un geste humain, mais aussi extrêmement bénéfique pour vous. Les oiseaux, qui prendront l'habitude de passer l'hiver dans votre jardin et d'y trouver de la nourriture, resteront à proximité au printemps pour y faire leur nid et élever leurs oisillons. Et que mangent leurs petits? Eh bien des chenilles, des pucerons, des larves et toutes sortes de nuisibles. Une seule famille de mésanges est capable de débarrasser jusqu'à 40 arbres fruitiers de leurs insectes en un été. Vous imaginez, c'est une véritable armée de protecteurs naturels et gratuits pour votre récolte. Ils travailleront sans relâche du matin au soir, inspectant chaque feuille, chaque recoin, là où aucun pulvérisateur ne peut aller. Ainsi, en installant une mangeoire dès maintenant, vous ne faites pas qu'offrir de la nourriture aux oiseaux. Vous signez avec eux un contrat à long terme pour la protection de votre jardin. Vous investissez dans la sécurité biologique de votre propriété. Et puis, observez le joyeux ballet des oiseaux autour de la mangeoire par une froide journée d'hiver. C'est un plaisir à part entière, un bonheur incomparable. Pour clôturer notre marathon d'automne, voici une étape cruciale pour l'avenir de votre verger, la protection des troncs des jeunes arbres. En automne et en hiver, 2 dangers majeurs les guettent, les rongeurs affamés et un soleil hivernal parfois trompeur. Commençons par les rongeurs. À la recherche de nourriture en hiver, les lièvres et les souris s'attaquent avec voracité à l'écorce tendre des jeunes pommiers, poiriers et pruniers. Si l'écorce est rongée tout autour du tronc, l'arbre périra à coup sûr. Pour éviter cela, il est impératif de protéger les troncs. La méthode la plus fiable consiste à les envelopper d'un filet plastique spécial anti-rongeur, d'un grillage métallique à mailles fines ou même, plus simplement, de vieux collants en nylon.
L'essentiel est que cette protection atteigne la hauteur des premières branches basses. La deuxième menace est celle des brûlures solaires et des gerçures hivernales. En février et mars, lorsque le soleil brille déjà intensément la journée, réchauffant l'écorce sombre, et que des gelées intenses surviennent la nuit, les tissus de l'écorce subissent des chocs thermiques brutaux. Cela entraîne des fissures et la nécrose de l'écorce. Pour s'en prémunir, les troncs et la base des branches charpentières doivent être chaulés. Utilisez un lait de chaux, spécial jardinage, enrichi en sulfate de cuivre pour ses propriétés désinfectantes. Le chaulage réfléchira les rayons du soleil et protégera l'écorce de la surchauffe. Ces deux mesures simples agissent comme une véritable assurance pour la santé de vos jeunes arbres. Mais savez-vous quel est le secret fondamental qui relie tous ces points? La plupart des gens pensent que les travaux d'automne se résument à nettoyer les débris, tailler les branches et protéger du froid. Mais en réalité, tout cela n'est qu'une partie d'un processus bien plus vaste, celui de nourrir votre sol. Quand vous retirez les feuillages malades, vous privez les maladies de se propager et de s'installer durablement dans votre terre. Quand vous intégrez des feuilles saines à votre compost, vous préparez un véritable festin nutritif pour les vers de terre et les micro-organismes. Et quand vous travaillez la terre de vos parcelles et y ajoutez des amendements, vous concoctez littéralement un sol fertile pour le grand banquet printanier des racines de vos futures plantes. Et c'est là le vrai tournant. Le travail le plus important en octobre ne se passe pas à la surface, mais bien sous terre. Vous ne faites pas que nettoyer l'ancien, vous nourrissez l'avenir. Vous bâtissez un écosystème vivant et sain qui, au printemps, vous le rendra au centuple. Et tandis que vos voisins verseront des litres d'engrais chimiques sur une terre épuisée, votre jardin, lui, regorgera déjà de vitalité, s'étant nourri de tout le nécessaire pendant l'hiver. Votre principale mission en octobre? Devenir le chef cuisinier de votre jardin. Le travail d'automne au jardin ne marque pas la fin de la saison, mais plutôt son début secret. Investissez un peu de votre temps maintenant, et au printemps, la nature se chargera de la majeure partie du travail pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et vous, quelle est la tâche que vous jugez la plus importante au jardin en automne et quelle est celle que vous repoussez toujours, au contraire? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous.